tous, merci d'être venus. Donc, nous accueillons aujourd'hui dans le cadre des séminaires du mardi de l'EHESP et des conférences de la chaire de recherche sur la jeunesse, Céline Roté, qui a donc soutenu il y a bientôt un an une thèse de sciences politiques sur l'usage de la catégorie jeunes en errance dans l'action publique, à la fois du point de vue des pratiques professionnelles et du point de vue des jeunes utilisateurs du système de l'infra-assistance. Et donc, nous sommes heureux de pouvoir écouter Céline, qui a donc soutenu sa thèse sous la direction de Patricia Loncle en sciences politiques. C'est à moi. Donc, bonjour à tous. Merci d'être venus aussi. Donc, je vais effectivement présenter mon travail de thèse aujourd'hui. Donc, ce travail s'intitule « Les jeunes en errance, effet et usage d'une catégorie d'action publique ». Donc, j'ai repris le titre de ma thèse pour la présentation parce qu'en fait, je vais vous en présenter le déroulement. Alors, c'est à la fois la démarche méthodologique que j'ai utilisée, les trois parties que j'ai développées dans ma thèse et puis les résultats de ces trois dimensions de ma recherche. Alors, cette thèse, je le précise là, elle a été effectivement menée sous la direction de Patricia Loncle et j'ai aussi bénéficié d'un financement de l'école pour cette thèse-là pendant un certain nombre d'années. Voilà. Et c'est aussi dans ce cadre-là que j'ai pu participer à d'autres projets de recherche, notamment avec l'équipe de la chaire jeunesse, qui m'ont permis beaucoup d'alimenter ma réflexion sur une catégorie bien spécifique de jeunes, vous allez le voir. Donc, j'aborderai trois dimensions aujourd'hui, les trois dimensions que j'ai déroulées dans mon travail de thèse. J'essaierai de présenter un petit peu en quoi les jeunes en errance ont constitué à un moment donné une catégorie d'action publique, mais aussi une catégorie historique dont l'apparition est historiquement située et qui a été une figure un petit peu emblématique de la vulnérabilité juvénile pour l'état social et aussi pour les professionnels de l'intervention sociale à un moment donné, toujours aujourd'hui, mais de manière un peu différente, on le verra. Dans un deuxième temps, là je l'ai scindé dans le plan en deux parties, mais finalement, dans mon travail de recherche, ça a été deux dimensions d'une même focale. J'ai étudié la relation d'aide, c'est-à-dire j'ai étudié le rapport à l'aide sociale entretenu entre les jeunes, dits jeunes en errance, et les professionnels qui les recevaient dans le secteur, plus spécifiquement dans le secteur de l'urgence sociale, dans les dispositifs qu'on appelle les dispositifs à bas seuil d'exigence. Donc les deux dimensions que j'aborderai, qui sont dissociées ici dans le plan, mais qui sont très très liées, vous le verrez, sont à la fois le positionnement éthique des professionnels de l'intervention sociale qui reçoivent les jeunes et leurs pratiques, comment ils recomposent les pratiques pour pallier un certain nombre de manques. Et j'aborderai aussi les usages juvéniles qui ont lieu dans la relation d'aide, c'est-à-dire les usages que font les jeunes des dispositifs de l'aide à leur disposition au sein de ces structures-là. Alors, au préalable, je vais essayer de vous présenter assez rapidement, ayant choisi de présenter la totalité de ma démarche de recherche. Il y a des choses qui vont passer rapidement, on pourra revenir avec des questions par la suite si vous le souhaitez. Donc je vais présenter ma méthodologie de recherche. Alors, peut-être tout d'abord expliquer pourquoi j'en suis venue à m'intéresser à la question de l'errance des jeunes. Peut-être parce que... Ah, et là je me rends compte que je ne parle pas directement dans le micro. Peut-être parce que l'errance juvénile, c'est beaucoup de représentation. C'est une catégorie ou une notion, une expression qui est très ambivalente. Et qui a une signification différente pour l'action publique, pour les professionnels ou pour tout un chacun, pour les médias. Voilà, c'est une notion qui est qui a une portée symbolique très forte. Du point de vue des professionnels et de l'action publique, en tout cas pour l'état social, l'errance pour la jeunesse, c'est le risque majeur pour les jeunes qui sont en difficulté d'insertion. C'est un peu comme le spectre de ce qui peut arriver d'une forme de déchéance pour les jeunes qui seraient en grande difficulté d'insertion et qui n'arriveraient à accrocher à aucun dispositif, aucune mesure, aucune aide mise en place pour eux. Et qui, par ailleurs, on le verra, n'ont pas le soutien de leur famille, chose qui est essentielle dans les parcours de jeunesse ici en France. L'errance des jeunes, c'est ambivalent aussi parce que
on peut se demander si ces jeunes sont en difficulté d'insertion ou en risque d'exclusion. C'est-à-dire que des catégories de jeunesse en difficulté, il y en a eu beaucoup, il y en aura encore beaucoup. Ils ont été tour à tour dangereux ou en danger, ils ont mis la société en danger ou ils se sont mis eux-mêmes en péril. Mais là, pour les jeunes en errance, l'errance, l'expression même d'errance, symbolise un petit peu cette ambivalence entre des jeunes qui sont en perdition, donc qui se perdent eux-mêmes, et du coup, du fait de cette perdition-là, mettrait aussi en péril la société. Donc la première ambivalence, c'est-à-dire des jeunes en difficulté d'insertion ou en risque d'exclusion, rejoint la seconde, c'est-à-dire jeunesse en difficulté ou jeunesse difficile. Voilà. Par ailleurs, j'ai mis les spécificités de l'errance juvénile. Les enjeux du sujet résident aussi dans le fait que l'errance des jeunes n'est pas l'errance du clochard, par exemple. D'ailleurs, pour les clochards ou pour d'autres types de populations qui occupent l'espace public, qu'on pourrait dire à la rue, on n'utilise pas forcément l'expression errance. Jeune en errance, c'est un bloc, c'est une expression en elle-même, parce qu'il y a des spécificités qui sont attachées à l'errance juvénile, qui sont des représentations autour de l'absence de projet et donc l'absence d'avenir, ce qui pour la jeunesse est particulièrement problématique. Donc l'errance juvénile, ce serait un déplacement sans but, sans objet, une divagation qui est spatiale, hein, parce que ça représente aussi une divagation au sein de l'espace public, une divagation géographique, mais aussi une divagation qui est psychique et qui pose un problème majeur quand on parle d'une catégorie de la population, d'une tranche d'âge qui est censée investir un certain nombre de projets, investir l'avenir, non seulement pour elle-même, mais aussi socialement, pour faire avancer la société. L'errance juvénile a aussi un caractère processuel, dans le sens, et ça on y reviendra quand on abordera plus spécifiquement le profil des jeunes rencontrés, dans le sens où c'est des jeunes qui enchaînent des ruptures cumulatives, donc là je reprends les analyses de Serge Pogam, hein, depuis l'enfance. C'est des jeunes qui, depuis leur plus jeune âge, connaissent des ruptures en chaîne et continuent, perpétuent dans l'errance cette dimension un peu cyclique de la rupture. Et puis voilà, une figure fantasmatique de la jeunesse en perdition, je l'ai déjà abordé, hein, c'est une catégorie qui est très allégorique, métaphorique, qui cristallise une image autour d'elle. C'est très évocateur, l'errance, pour les jeunes. Je vais aborder ma méthode d'enquête. Alors, peut-être assez rapidement, même si la diapositive est un petit peu chargée. L'idée, c'était ici de faire une sociologie de l'action publique autour de la catégorie des jeunes en errance. Donc ce n'était pas uniquement d'étudier comment l'État social se positionne par rapport à cette catégorie-là, ou alors comment il a construit cette catégorie et comment il a mis en place des mesures publiques pour répondre aux problèmes qu'elle posait. Ce n'était pas non plus uniquement l'idée d'étudier la relation d'aide sociale au sein des dispositifs, mais il y avait l'ambition de mettre en relation la construction d'une catégorie d'action publique avec sa mise en œuvre sur le terrain et donc d'en pointer un petit peu les effets pervers et les points frictionnels. Donc pour ce faire, j'ai décidé d'aller faire des entretiens avec des professionnels des secteurs social et médico-social, avec une focale très particulière sur les structures de l'urgence sociale, de l'infra-assistance, parce que je suis allée que dans les structures publiques ou financées publiquement, ce que les professionnels appellent le bas seuil d'exigence, c'est-à-dire des structures où la seule condition pour y être accepté, c'est de respecter un ensemble de règles minimales du vivre ensemble, c'est-à-dire pas de violence, respect des personnes et respect du lieu. Mais pas de projet d'insertion directement accroché à la venue dans ces structures-là. J'ai rencontré donc un certain nombre de professionnels dans ces structures. Là, j'ai mis 60 en tout. 60 professionnels, c'est dans ces structures-là et plus largement dans d'autres structures qui ne sont pas que du bas seuil, ce qui m'a permis de resserrer ma focale sur ces structures-là, mais aussi de comprendre un petit peu les enjeux de la venue de cette population au sein des structures dédiées aux jeunes en difficulté, hein, que ce soit d'insertion ou à plus bas seuil d'exigence. Et puis, j'ai bien évidemment rencontré les jeunes usagers de ces structures-là, puisque l'idée de cette sociologie de l'action publique, c'était de l'apprendre au niveau du terrain, au niveau de la mise en œuvre. Donc c'était d'essayer de voir comment les principaux destinataires ou les principaux acteurs de la mise en œuvre
établissent les conditions d'existence d'une action envers ces populations-là et éventuellement la modifient. Pour rencontrer les jeunes, je me suis rendue principalement, mais pas uniquement, dans les structures de l'urgence sociale. J'ai aussi fait quelques entretiens dans la rue. Mais la principale démarche de recherche, ça a été de me rendre dans les lieux d'accueil de jour, en fait, pour personnes sans domicile. Il y a très peu de lieux d'accueil de jour spécifiquement pour les jeunes. Enfin, il y en a de plus en plus. Mais là, je ne me suis pas rendue dans des lieux spécifiquement pour les jeunes, mais des lieux d'accueil de jour pour personnes sans domicile fixe. J'ai fait de l'observation ethnographique, c'est-à-dire que j'ai passé du temps dans ces lieux-là, tout simplement pour me faire identifier, pour pouvoir après demander à une population qui est quand même un petit peu fuyante et parfois un petit peu méfiante aussi, ce qui se comprend tout à fait, et aussi très sollicitée par des enquêtes, pour des entretiens, par les médias. Donc j'y ai passé du temps pour pouvoir leur demander après de faire des entretiens avec moi. Voilà. Cette observation, elle n'a pas toujours été simple. Ça a beaucoup apporté à mon travail de recherche parce que toutes les représentations que j'évoquais là préalablement autour de l'errance juvénile, j'ai pu les formaliser après avoir été confrontée vraiment à la réalité de leur vie, au quotidien de leur fréquentation des structures sociales. Et donc, cette posture d'observateur, d'observatrice, m'a permis de prendre aussi du recul par rapport à ce que c'est que l'errance pour les jeunes et quelles sont les représentations, y compris les miennes, qui l'entourent. Plus concrètement, pour que ce soit plus clair, parce que dans ces structures de l'urgence sociale, il y a des jeunes, un certain nombre. Tous ne sont pas ceux qui ont été nommés à un moment donné les jeunes en errance, et tous ne sont pas, je ne les ai pas tous rencontrés. La population est très diverse au sein des structures de l'urgence sociale ou de l'infra-assistance. Il y a énormément de personnes migrantes, il y a beaucoup de travailleurs pauvres, il y a différents types de populations. Ceux que j'ai choisi de rencontrer ont un profil bien précis que je vais vous présenter ici. Donc c'est des jeunes qui cumulent une forte précarité relationnelle et économique au moment où je les ai rencontrés, enfin au moment de leur passage à la rue, mais aussi depuis longtemps, depuis bien longtemps. Donc comme je l'ai dit, c'est un processus cumulatif de rupture. Et cette absence de ressources relationnelles et économiques perdure souvent depuis l'enfance. Donc c'est l'absence de ressources économiques aussi au moment où ils sont devenus adultes, c'est-à-dire qu'ils travaillent très peu ou ils vivent des aides sociales et ils sont souvent issus de milieux familiaux plutôt défavorisés où les parents eux-mêmes avaient des grandes difficultés. Et puis la faiblesse des supports affectifs, eh bien ce sont ces ruptures depuis l'enfance qui sont principalement du coup des ruptures avec la famille dans un premier temps, et puis dans un second temps, le processus d'errance, comme je le disais tout à l'heure, c'est aussi une errance géographique, ce qui fait que au moins dans un premier temps, après avoir quitté l'école, le foyer familial, etc., ces jeunes-là sont très mobiles. Donc ils quittent aussi très souvent les territoires où ils sont. Et les liens qu'ils peuvent nouer avec leur père sont parfois très fragiles. Ils n'en sont pas moins forts, mais ils sont très fragiles. Donc c'est des jeunes qui sont caractérisés par l'expérience de la rupture chronique depuis l'enfance. C'est-à-dire que, et là j'insiste là-dessus pour faire l'indistinction avec d'autres types de profils de jeunes qu'on peut aussi rencontrer dans les structures de l'urgence sociale ou qui sont en très grande difficulté. Ces jeunes-là sont caractérisés par ces ruptures chroniques, donc les ruptures avec la famille, qui ont lourdement grévé en fait leur socialisation primaire, c'est-à-dire leur consolidation, ce qui va leur permettre après de se positionner socialement en tant qu'individu, de se trouver une place sociale qui est en adéquation avec ce qu'ils ont vécu dans l'enfance. Et aussi des ruptures institutionnelles en chaîne, parce que c'est des jeunes qui ont eu des trajectoires donc très compliquées, ont souvent été pris en charge par la protection de l'enfance, où ils ont aussi rencontré des difficultés, ils ont
étaient en foyer, en famille d'accueil, ils ont souvent fugué. Ils ont aussi souvent eu affaire à l'hôpital psychiatrique, que ce soit pour leur famille ou pour eux-mêmes. L'école, ils ont quitté l'école très tôt. Hein. On comprend assez facilement qu'il y a une mise en échec scolaire liée aux difficultés qu'ils rencontraient par ailleurs. Ils sont pas ou peu formés. Ils ont souvent fait des passages par la prison. Tout ça pour insister sur le fait qu'aux ruptures affectives aussi se cumulent un certain nombre de ruptures institutionnelles. Voilà. Et ils fréquentent ce qu'ils appellent la zone depuis leur adolescence. C'est vrai, c'est des jeunes, c'est ça qui les caractérise aussi, qui, depuis très tôt, depuis leurs 12-13 ans, sont en contact avec ce monde de la rue, ce monde qui est relativement accessible, puisque c'est vrai qu'on le voit tous, il y a des regroupements assez visibles, etc. En tout cas, un monde qui les attire. Et quand ils partent vraiment à la rue, quand ils quittent définitivement le foyer familial ou l'institution, c'est pas vers un monde inconnu, c'est vers un monde qu'ils connaissent déjà depuis un bon moment. Dernière chose qui caractérise vraiment cette population, c'est que l'expérience de la rue est vraiment vécue sur le mode de la marginalité. En fait, il n'y a pas d'aspiration au retour à une vie conventionnelle. L'idée, c'est vraiment pour eux de s'installer dans cette marginalité, dans une forme de socialisation marginalisée. Parce que Michel Parazeli, qui est un sociologue qui a travaillé sur les jeunes de la rue, appelle la socialisation marginalisée. C'est-à-dire se saisir des attributs de la marge pour en faire une forme, pour revendiquer une identité, une place sociale, à la marge certes, mais une place sociale quand même. Voilà ce qui fait un peu la spécificité de cette population-là. Alors, une catégorie d'action publique, là je vais passer un petit peu plus rapidement, mais c'est pour vous montrer un petit peu comment, de jeunes en difficulté, les jeunes sont devenus des jeunes en errance. En fait, il y a eu une construction en fait, de problèmes publics, c'est-à-dire qu'ils ont été identifiés à un moment donné comme une nouvelle population problématique pour l'action publique. Depuis le début des années 80, il y avait déjà beaucoup d'interrogations de la part des professionnels de terrain, et notamment de la prévention spécialisée, des éducateurs de rue, qui voyaient dans la rue de nouveaux profils de jeunes, des jeunes qui étaient beaucoup plus mobiles, qui étaient en rupture depuis très longtemps et qui allaient de festival en festival, qui bougeaient, qui parcouraient la France en camion et qui, au bout d'un moment, finissaient par s'installer dans les centres-villes et vivaient des ressources de l'urgence sociale. Les missions locales ont aussi constaté, dans les années 90, un petit peu plus tardivement, qu'il y avait un profil de jeunes qu'elles n'arrivaient pas à capter, que leurs propositions d'insertion, puisque ce sont les missions locales pour l'insertion sociale et professionnelle de jeunes, leurs propositions d'insertion aux jeunes en difficulté n'arrivaient pas à atteindre ce public-là. Ces constats sont restés relativement silencieux, dans l'ombre, jusqu'au moment où il y a eu l'émergence du problème public jeune en errance, c'est-à-dire que d'une part, les rassemblements aux abords des grands festivals printaniers et estivaux des villes de l'Ouest et du Sud de la France se sont faits de plus en plus massifs et de plus en plus problématiques pour les organisateurs de festivals, mais aussi pour les municipalités, parce que effectivement, ces jeunes venaient en masse se rassembler aux abords des festivals, mais sans assister au spectacle, et donner une impression de désordre, puisque il y avait des alcoolisations massives, des prises de toxiques, donc il y avait une grande crainte autour des risques, notamment sanitaires, pour cette population, et puis aussi un sentiment d'insécurisation pour les populations, et d'où l'inquiétude des municipalités. Et en 93-94, mais plus spécifiquement en 95-96, il y a un certain nombre d'arrêts anti-mendicité qui ont été pris par des municipalités, notamment La Rochelle et Perpignan, mais aussi d'autres, qui ont fait polémique, qui ont été très médiatisés, parce que ces arrêts anti-mendicité arrivaient l'été, au moment effectivement où c'était des jeunes personnes qui investissaient massivement les centres-villes. Donc il y a eu une polémique autour de la cible de ces arrêtés, qui n'était pas explicite, mais qui très concrètement visait cette population qui était dans les centres-villes et visait à nettoyer un petit peu les centres-villes de cette population indésirable, puisque c'était des villes touristiques qui prenaient ces arrêtés anti-mendicité. Donc il s'agissait de préserver un petit peu les centres-villes d'un certain nombre de nuisances, on va dire. En tout cas, il y a eu une grosse polémique autour de ça, et on revient un petit peu aux représentations autour de la jeunesse, de l'errance, c'est-à-dire la polémique, elle était autour de est-ce que c'est une jeunesse qui met en danger l'ordre social ou la sécurité publique, ou c'est une jeunesse en danger qu'il faut protéger. Donc il y avait un peu ces deux ambivalences, cette ambivalence-là.
Tout cela dans un contexte politique, en fait, en 1995, c'est l'époque du discours autour de la fracture sociale, du projet de loi de cohésion sociale, donc avec cette difficulté à penser à la fois la cohésion sociale, c'est-à-dire comment inclure même les populations les plus à la marge, les plus fragilisées, et en même temps une volonté, par ces arrêtés anti-mendicité, d'exclure tout simplement, de ne plus voir, juste de ne plus voir les populations problématiques. Donc aussi un contexte politique. Ça, c'est l'émergence d'une nouvelle population problématique, du problème public, qui va être institutionnalisée, en fait, au travers d'un certain nombre de rapports publics et surtout au travers de la diffusion de la catégorie d'action publique dans les milieux professionnels et par des mesures politiques qui vont être orientées directement vers la résolution du problème. Il y a eu 2 types de rapports publics en fait, qui ont été commandés, qui ont été des commandes publiques, commandes de la Direction générale des affaires sociales, du ministère de la Jeunesse et des Sports, de lutte contre les toxicomanies, du secrétariat d'État chargé à l'action humanitaire d'urgence. Voilà, un certain nombre de rapports publics sur les jeunes en errance. Donc là, on voit vraiment la catégorie qui apparaît. Elle est décrite dans ces rapports. Les profils de ces jeunes sont décrits, la façon dont ils se comportent dans l'espace public, des propositions aussi pour pouvoir répondre au caractère problématique du phénomène, des préconisations de bonnes pratiques. Ce qu'on voit dans ces rapports, c'est qu'il y a un peu 2 types de rapports. Il y a les rapports professionnels qui sont commandés à des gens qui connaissent bien, donc spécifiquement la prévention spécialisée, qui a été particulièrement mandatée, les missions locales aussi, qui ont décrit ces jeunes plus sous le côté de leur pratique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils font, qui ils sont. Et puis, donc là, c'est la dimension du risque pour les jeunes, de la souffrance qu'ils endurent, la souffrance liée à leur position sociale, à leur difficulté à s'insérer, qui est mise en avant dans ces rapports-là. On le comprend assez aisément, puisque ce sont des professionnels de la jeunesse qui ont pour objectif d'insérer au mieux, le plus sereinement possible, ces jeunes-là. Donc là, on est plus sur il faut prendre en charge ces jeunes pour les protéger. Et puis, d'autres types de rapports qui vont mettre en évidence plutôt la figure du jeune dangereux. Et un qui est très symptomatique, qui s'appelait « Face à l'errance et à l'urgence sociale », c'est le rapport Caretta de 1995, qui est vraiment paru, et c'est dans l'introduction du rapport, c'est très clairement posé, suite aux arrêts anti-mendicité et à la polémique qu'ils ont suscité en 95-96. Donc ce rapport paraît et met en évidence le fait qu'auparavant, les mendiants dans la ville étaient âgés, c'était la figure du clochard qui demandait gentiment l'aumône. Si vous avez l'occasion de regarder ce rapport, il est très caricatural. Je n'en fais pas une caricature là, c'est déjà comme ça dedans. C'est-à-dire qu'il oppose vraiment ce rapport, les jeunes en errance, violents violents à l'égard des intervenants sociaux, perturbateurs de l'ordre public, alcoolisés, agressifs par rapport aux passants. Il oppose ces jeunes-là aux clochards tranquilles qui demandaient l'aumône et la solidarité publique. Dans ce rapport-là, il est clairement dit le nouveau visage de l'errance est jeune. Et là, on voit vraiment apparaître l'amalgame de l'errance et des jeunes et du problème, et toute l'ambivalence en fait du problème jeune en errance, c'est-à-dire est-ce qu'il faut en avoir peur ou est-ce qu'il faut les protéger ou comment faire les deux à la fois. Donc ce rapport préconise aussi un certain nombre de mesures à mettre en place, et notamment comment se saisir de dispositifs publics déjà existants, d'aides déjà existantes pour les jeunes, pour aider ces jeunes-là à retrouver le droit chemin. C'est assez clairement dit comme ça. Le service militaire est notamment pensé comme une solution pour recanaliser un petit peu ces jeunes-là, ou le parrainage avec des jeunes déjà très bien insérés, etc. Donc, un rapport lourd en représentation. Suite à ce rapport-là, la diffusion institutionnelle de la catégorie va se faire au travers d'une démarche de diagnostic partagé qui a tout d'abord été une démarche menée dans un certain nombre de DAS qui a été lancée par la direction de l'action sociale et qui a été mise en place dans une trentaine, je crois, ou peut-être un peu plus de DAS en France, où les acteurs professionnels réfléchissaient sur qu'est-ce que c'est pour eux le phénomène de l'errance des jeunes, comment le prendre en charge, etc. L'idée, c'était d'édicter un guide de bonnes pratiques. Ce guide de bonnes pratiques a vu le jour.
Alors le titre est long, c'est intitulé Guide méthodologique autour de la prise en charge de la marginalité juvénile, quelque chose comme ça. Et à l'intérieur, il y a un petit rapport de recherche sur l'errance festivalière, l'errance des jeunes, et puis un guide de bonne pratique qui est diffusé là, pour le coup, à toutes les DAS de France. Donc là, on a vraiment la diffusion de la catégorie d'action publique, jeunes en errance, qui est à ce moment-là effectivement très opératoire pour les professionnels. C'est-à-dire que c'est une catégorie dont ils peuvent se saisir pour parler entre eux, qui à ce moment-là aussi fait vraiment référence à un phénomène qui émerge, on le voit depuis un moment, qui questionne et qui leur apparaît finalement assez concret. Pourtant, aujourd'hui, ce qu'on observe quand on rencontre les professionnels, quand on se rend dans les structures, c'est que cette catégorie, elle est complètement hétérogène, elle n'existe pas concrètement. La catégorie des jeunes en errance, on dit les jeunes en errance sont ceux qu'on rencontre dans les structures de l'urgence sociale. C'est un raccourci qui est bien évidemment faux, puisque les trajectoires sont multiples, complexes, les problématiques sont de plus en plus diverses. C'est une catégorie, tout ça pour dire que c'est une catégorie vraiment construite par l'action publique à un moment donné. C'est une catégorie qui est historique et qui pourtant est toujours utilisée en fait dans le langage professionnel, mais aussi dans le langage politique, dans le langage de l'action publique. C'est quelque chose qui a été très diffusé, mais qui pour autant aujourd'hui ne semble plus faire beaucoup de sens. Voilà, tout ça pour revenir un petit peu sur la construction de la catégorie. Je vais maintenant aller plus précisément au cœur de ce que j'ai observé quand j'ai observé la relation d'aide entre les professionnels et les jeunes. Alors peut-être juste au préalable et très rapidement, expliquer que ces jeunes, mais je pense que vous l'aurez compris, au vu des parcours que j'ai présentés, ces jeunes basculent un petit peu dans le circuit de l'urgence sociale pour des raisons structurelles, c'est-à-dire qu'ils ont quitté l'école très tôt, ils n'ont pas de soutien familial, ils n'adhèrent pas, bien évidemment, aux mesures d'insertion conventionnelles qu'on leur propose dans les différentes structures, comme les missions locales ou dans les endroits où ils pourraient aller pour avoir de l'aide, puisque toutes les aides publiques en direction des jeunes en difficulté d'insertion sont liées à la formalisation d'un projet d'insertion. Or, vous avez bien compris que ces jeunes-là ne sont pas du tout dans l'optique de formaliser un projet d'insertion conventionnel. Donc, dans ce cadre-là, l'urgence sociale, l'infra-assistance, apparaissent un petit peu comme le dernier filet de protection, parce que, par ailleurs, les aides publiques sont essentiellement résiduelles et ponctuelles, donc pas sur la longue durée, pour des jeunes qui ont besoin qui vivent des ruptures chroniques. Effectivement, on imagine assez bien qu'ils ont besoin plutôt d'un étayage sur la longue durée. Ces aides sont résiduelles et ponctuelles et du coup précipitent ces jeunes-là dans le circuit de l'urgence sociale qui va leur apparaître comme le pourvoyeur principal de ressources auxquelles ils peuvent demander des choses. Je passe un peu plus vite parce que j'ai pris un peu de temps sur l'introduction. Alors là, quand on observe les pratiques professionnelles, on se rend assez rapidement compte que les professionnels, pour répondre à ce qu'ils considèrent être des manques dans l'action publique, en tout cas ne se sentant pas assez outillés pour étayer le parcours de ces jeunes-là, quand ils les rencontrent dans les structures de l'urgence sociale, bricolent pour essayer d'introduire de la continuité dans les parcours. Et cette continuité, elle va se faire essentiellement autour de la mise en place d'un lien social suffisamment structurant pour que les jeunes puissent revenir dans les structures. Alors, le dispositif à bas seuil d'exigence, je vais les présenter un petit peu rapidement. En fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est des dispositifs qui sont basés sur l'inconditionnalité de l'accueil, la confiance et la constance de la présence des professionnels. C'est-à-dire que ce sont des lieux qui sont très ouverts. En gros, peu importe ce qu'il se passe, sauf vraiment problème très grave ou agressivité, les personnes peuvent revenir. Elles viennent quand elles veulent, elles ne sont pas obligées de venir régulièrement, elles ne sont pas obligées de formaliser un projet d'insertion. Leur accueil n'est pas conditionné par la mise en récit ou une demande spécifique d'insertion ou une demande spécifique, un besoin. Le lieu est ouvert, ce qui permet, et les jeunes le disent, de trouver un endroit pour se poser. C'est des lieux qui se veulent conviviaux, qui sont là en fait juste pour effectivement restaurer un minimum de lien social. La maintenance sociale, comme on dit, c'est-à-dire maintenir ce qui paraît le plus fragile pour ces jeunes-là, c'est-à-dire le lien qu'ils peuvent avoir à la société, mais aussi le lien affectif qui permet à tout individu de se structurer. Donc ces lieux mettent en place des attentes qui sont raisonnables,
du point de vue des professionnels, mais aussi du point de vue des jeunes qui, quand ils se rendent dans ces lieux-là, disent « Voilà, là au moins, je n'ai pas à raconter toute ma vie pour avoir un bout de pain, je n'ai pas à raconter ou à mettre en récit tout ce qui m'est arrivé depuis l'enfance, ou alors à inventer un projet d'insertion professionnelle pour qu'on accepte de m'accueillir. Je viens et je suis accueillie. » Et les professionnels travaillent, donc là je passe un petit peu plus rapidement, mais travaillent vraiment dans ce sens-là, à l'adaptation des contraintes, à la tolérance de la personne qu'ils ont en face, et pas uniquement à la tolérance des jeunes, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une volonté de prendre en compte la subjectivité de l'usager qu'ils rencontrent, c'est-à-dire son histoire de vie. Comprendre ses fragilités, comprendre les supports qu'il peut mobiliser et les ressources qu'il n'a pas, pour ne pas le mettre en difficulté en fait. Mais tout de même, il y a toujours cet objectif de l'insertion, parce que contrairement aux plus âgés qui sont reçus dans ces structures, vis-à-vis des plus jeunes, les professionnels ont toujours à l'esprit l'idée qu'il faut, alors il ne s'agit pas de les réinsérer de manière normative, mais qu'il faut un mieux-être pour eux. Donc l'idée, c'est tout de même de faire de ces lieux des outils d'appel vers l'insertion. Alors qu'elle soit conventionnelle ou pas, en tout cas, de les faire aller vers la formalisation d'un projet, d'un mieux-être, d'une vie un petit peu moins dangereuse pour eux. Alors là, il y a beaucoup de questionnements aussi de la normativité, c'est-à-dire là, je mets quelle norme pour l'insertion. Ces profils de jeunes questionnent aussi beaucoup du point de vue de quelles normes on met en œuvre pour l'insertion des jeunes en général, et particulièrement pour ces jeunes-là qui, a priori, ne semblent pas ni pouvoir ni vouloir répondre aux normes classiques de l'insertion conventionnelle, c'est-à-dire un travail, enfin une formation, un travail, un logement en dur, etc., etc. Pour finir, je vais revenir sur le point de vue des jeunes, les usages qu'ils font, eux, de ces dispositifs-là et de ce que leur proposent les professionnels comme type d'accompagnement. Ce qu'il faut voir, c'est que les jeunes, effectivement, se sentent très bien dans les structures qui sont dites à bas seuil d'exigence, parce que ils y trouvent un endroit sécurisant où on leur demande peu de choses et surtout où on ne leur demande pas de justification, c'est-à-dire où ils ne sont pas stigmatisés, parce que toutes les démarches où ils doivent se construire un projet de vie, où ils doivent raconter pourquoi ils ont besoin d'aide, ce sont aussi des choses qui sont extrêmement violentes du point de vue identitaire, parce que ça les renvoie toujours à leur manque finalement, et à leur position marginale, et à leur position de jeunes non accomplis ou de jeunes qui déviants, voilà, tout simplement. Pour contourner un petit peu ce stigmate-là, ils vont vraiment valoriser le circuit de l'infra-assistance, puisque c'est un circuit beaucoup plus tolérant et beaucoup plus axé sur la mise en place du lien et l'étayage du lien. Ils vont donc en fait user des services et des aides en disant que c'est un choix de leur part. Alors là, il faut voir dans le discours qu'ils font de leurs usages des aides deux choses. Il y a un discours qui est très instrumental, qui valorise leur capacité à se débrouiller seuls. Effectivement, c'est un discours qui va mettre en évidence qu'ils recourent aux aides que quand ils en ont besoin, et essentiellement pour gérer leurs ressources matérielles, hein, les ressources concrètes, que ce soit la nourriture, les vêtements, la douche, etc., pour gérer leurs ressources au quotidien. Ils vont du coup essayer de maximiser un petit peu leur usage des structures, aller dans différentes structures. Ils connaissent très très bien les circuits d'assistance et sont très au point sur où ils peuvent avoir telle aide, pourquoi, à tel moment de la journée. Ce qui fait dire parfois aux professionnels qu'ils sont un peu dans un comportement de consommateur. Or, les jeunes, eux, revendiquent un peu ça au titre de leur histoire de vie. Ils disent « Non, mais moi, j'ai toujours su me débrouiller, mais quand j'ai pas d'autre solution, quand je peux pas laver mon linge chez un ami, quand je peux pas aller prendre une douche chez un ami, quand je peux pas me débrouiller pour récupérer, pour manger, etc., je vais dans ces structures-là. » Et ils considèrent un petit peu que ces structures-là sont de toute façon là pour les aider, comme une forme de solidarité permanente, et non pas comme un assistanat, et que cette aide leur est un petit peu due au titre de leur trajectoire de vie, qui a été effectivement très difficile et qu'ils considèrent atypique par rapport aux autres jeunes en difficulté. Et ils valorisent cette dimension de la débrouille, c'est-à-dire utiliser vraiment quand j'en ai besoin, un petit peu dans une tentative de retournement du stigmate, c'est-à-dire c'est parce que j'en ai besoin à un moment donné bien précis que je les utilise, mais sciemment, de mon propre fait. Et effectivement, je l'avoue, dans le système D que je mets en place, eh bien, ces structures existent et je m'en sers. Mais ce qu'on perçoit dans le discours, c'est que c'est effectivement une mise en récit qui protège de la stigmatisation. Par cette mise en récit, par ce discours qui valorise la débrouille, ils mettent aussi à distance
l'étiquetage que peut leur apposer en fait, l'utilisation de ces structures-là. Et du coup, on voit assez facilement une dimension symbolique en fait dans le récit qu'ils font de leur recours à l'aide. Là, je parle de recours un petit peu détourné parce que finalement, de structures qui sont normalement là pour les aider à revenir vers le droit commun, hein, qui sont financées par l'action publique pour aider les publics à la rue à retourner vers le droit commun, ces jeunes en font des lieux de marginalité. Ils vont retourner le stigmate en utilisant ces structures comme un élément, enfin en faisant de l'utilisation de ces structures-là comme un élément de revendication de leur marginalité. Ils vont dire assez facilement, et toujours dans les discours ça revient, je me suis toujours senti mieux à la rue. Donc pour justifier leur choix de vie à la rue, il y a toujours cette mise en récit de leur histoire de vie, hein, et depuis toute petite ou depuis tout petit, je me suis toujours senti mieux à la rue. Il y a beaucoup de récits de jeunes qui disent avoir passé du temps à la rue, s'être réinsérés pendant des années, souvent 6 ans, 8 ans, et puis au bout d'un moment, une rupture, avoir décidé d'y retourner parce que c'était le milieu qui faisait le plus sens au regard de leur trajectoire de vie en fait. C'est le milieu qui mettait le plus en adéquation ce qu'ils avaient vécu auparavant et ce qu'ils voulaient vivre et la place sociale qu'ils voulaient avoir aujourd'hui. Ce qui fait qu'il y a une mise en adéquation identitaire entre leur vie, ce qu'ils ont vécu et ce qu'ils sont capables de faire en termes d'insertion par l'usage de ces lieux. Dans ces lieux qui ne leur demandent pas de s'insérer conventionnellement, ils se retrouvent en fait comme des individus marginaux qui ont le droit d'être là. C'est comme ça qu'ils le mettent en perspective. Et puis, ils élaborent une forme de marginalité revendiquée en fait en construisant un discours autour d'un refus critique de l'insertion qu'ils vont raccrocher à des éléments très pratiques, hein. Là, je passe assez vite, mais pour beaucoup, ils ont des chiens, pour tous même, ils ont des chiens qui sont des compagnons de route, qui ont bien d'autres utilités, mais notamment, ces chiens-là les empêchent de s'insérer de manière conventionnelle, c'est-à-dire que c'est très difficile pour eux de trouver un logement, il faut s'occuper des chiens, et du coup, ça devient, dans le discours, une forme de prétexte, le mot est peut-être un petit peu dur, mais en tout cas, un élément qu'ils apposent comme une impossibilité pour eux d'aller dans un logement, d'entreprendre une formation, d'aller se faire soigner à l'hôpital aussi. Pour beaucoup ont l'hépatite C et beaucoup ne se soignent pas et disent « oui, mais qu'est-ce que je fais de mon chien ?» C'est, dans le discours, ils mettent ça en évidence comme un élément qui est un élément identitaire pour eux. On ne peut pas me séparer de mon chien. Et en même temps, on ne veut pas me prendre avec mon chien puisqu'on ne me propose pas de solution qui considère que je suis accompagnée. La Manche, c'est la même chose. La Manche, c'est un peu le travail. C'est présenté pour eux comme un travail, une forme alternative de travail, mais un travail quand même. Ce qui est très difficile à envisager quand on est de l'autre côté, que pour toutes les personnes qui leur proposent des solutions d'insertion par le travail, par la formation, un bon nombre de ces jeunes-là vont dire « oui, non, mais tel rendez-vous, je ne peux pas y aller à cette heure-là parce que c'est le moment où la Manche, ça marche le mieux dans la journée, où je me fais le plus d'argent, où je suis là ». Et il y a tout un discours très élaboré autour effectivement de la Manche, c'est un travail, c'est du boulot, autour de la souffrance aussi qu'inflige cette pratique-là, hein, parce qu'il y a vraiment des discours qui mettent en évidence que certes c'est un choix, mais c'est pas facile tous les jours, et on retrouve des similitudes assez fortes avec des discours qu'on peut avoir sur le travail de manière générale. Tout un chacun, c'est-à-dire oui c'est un choix, mais c'est pas toujours facile. Et là on a vraiment cette même forme de discours qui est mise en place par ces jeunes-là, et ils disent faire appel à la solidarité publique. Et pour eux, c'est quelque chose qui est aussi assez logique compte tenu de leur histoire de vie, comme je le disais tout à l'heure. Les produits, en fait, là, c'est plus la dimension alors festive, j'allais dire. Eux, ce qu'ils présentent comme une dimension festive, ce qui, du point de vue de l'intervention sanitaire et sociale, est plutôt vu comme la prise de risque et ce qui fait très, très peur. C'est-à-dire que ces jeunes, effectivement, sont tous de très grands consommateurs d'alcool, d'opiacés. Ils sont pour la plupart polytoxicomanes. Mais autour de ça, ils ont un discours de faire la fête, s'enivrer d'une autre réalité. Ils ont un discours très politisé d'ailleurs sur la façon dont va le monde, la façon dont fonctionne la société salariale, qui effectivement leur propose pas d'insertion à eux, mais pas non plus aux autres. Et ils ont un discours très critique vis-à-vis de tout ça. Et face à ça, ils disent, bah voilà, moi j'ai fait des choix. Ils expriment aussi le fait... Enfin, ils expriment aussi la difficulté de ces choix-là, c'est-à-dire que j'ai choisi
cette vie-là, effectivement, je fais la fête, effectivement, j'oublie, effectivement, j'essaye de penser à rien, mais en fait, je m'oppose à un autre mode de vie qui serait le métro, boulot, dodo, et toutes les difficultés que ça peut avoir, et finalement, je suis peut-être pas si mal par rapport aux autres. Tout cela fait qu'on peut un petit peu parler d'entrer dans une carrière de jeune en errance à plusieurs égards. Carrière parce que il y a une institutionnalisation de l'infra-assistance pour les jeunes en errance, une institutionnalisation qui est liée effectivement à la construction d'une catégorie d'action publique, au fait qu'on ait attaché des actions à cette catégorie, et que cette catégorie ait été diffusée dans le discours professionnel mais aussi médiatique. Cette dimension-là rejoint des dimensions plus individuelles, c'est-à-dire des trajectoires sociales, comme je l'ai dit, de rupture en chaîne, de rupture cumulative, qui amènent ces jeunes dans des carrières déviantes. Et ces carrières déviantes sont largement entretenues par le fait qu'ils trouvent des lieux de marginalité ou qu'ils font des structures de l'urgence sociale des lieux de marginalité. Donc dans ces structures-là, ils vont se retrouver d'une part entre eux, ils vont trouver un service qui est particulièrement adapté à ceux dont ils ont besoin, parce que les professionnels adaptent ce service dans leur objectif à eux, de leur permettre un jour un retour vers le droit commun. Mais ces jeunes se saisissent de cette adaptabilité pour évoluer dans un milieu social et dans des lieux qui confortent leur identité. Ces lieux-là sont donc des lieux qui leur permettent une socialisation et la revendication de leur identité en marge, et une revendication positive. C'est-à-dire que la fréquentation du bas seuil va devenir un élément constitutif de leur carrière de jeunes en errance, et ils vont pouvoir revendiquer cette identité dans un retournement du stigmate, comme dirait Goffman, c'est-à-dire c'est ce qui faisait leur discrédit, ils vont pouvoir le valoriser, et ça leur donne une place sociale, comme je le disais tout à l'heure, une place sociale certes en marge, mais une place tout de même dans la société, puisqu'ils la trouvent au sein même de structures financées par l'action publique, ou tout du moins des structures de solidarité publique. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Donc n'hésitez pas pour les questions, parce que j'ai été hyper vite sur beaucoup de choses. Je ne sais pas qui passe la parole. Je voulais juste avoir une précision sur la tranche d'âge des jeunes en errance, et éventuellement s'il y a des mineurs qui sont concernés. Oui. Alors, c'est vrai que je n'ai pas donné de tranche d'âge. Alors, il n'y a pas de tranche à faire. Enfin, moi, dans ma recherche, je n'en ai pas fait sciemment. Alors, effectivement, comme je le disais, pour la plupart, déjà, ils transitent par le monde de la rue à partir de leurs 13 ans pour certains. Moi, j'ai rencontré des jeunes entre 16 et 32 ans. 16, oui, non. 18 et 32 ans, voilà. Les structures d'accueil, certaines sont entre 16 et 25 ans. Alors 16 ans, en fait, c'est pour ça que je parle de 16 ans, c'est parce que c'est une limite un peu critique, puisque c'est la fin de la scolarité obligatoire. Donc normalement, il y a un peu un déni de toutes ces trajectoires de rue auparavant, parce que normalement, ils ne sont pas censés être dans la rue. Et pour les mineurs aussi, plus largement, jusqu'à 18 ans, les mineurs dans la rue ne sont pas censés être dans la rue, ou sont censés être ramenés. Et pourtant, et de plus en plus, d'ailleurs, c'est des constats que font les travailleurs sociaux, les mineurs à la rue sont de plus en plus nombreux dans les squats, etc. Après, donner une tranche d'âge, c'est difficile. L'action publique en donne une. On a 16-25 ans, on a 16-21 ans si on tient compte des limites de la protection de l'enfance, voire 16-18 ans, puisqu'effectivement, les contrats jeunes majeurs de 18 à 21 ans tentent à s'amenuiser, enfin leur nombre tend à s'amenuiser. On a la limite haute de l'accès aussi au revenu minimum, au RSA. Voilà, il y a plein de tranches d'âge. Concrètement, ce qu'on observe, c'est qu'il y a effectivement, comme dans toute trajectoire sociale et individuelle, une forme de maturation, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a des discours qui sont des discours un peu lune de miel décrits au départ de la vie de l'errance, enfin les 10 premières années, qui autour de la trentaine, autour de 30 ans, quand certains ont des enfants, il y a aussi une fatigue physique qui se fait ressentir, des discours qui sont plus rétrospectifs et qui remettent un petit peu plus qui mettent plus en évidence finalement la difficulté d'être à la rue et la dimension contrainte du choix qu'auparavant, ce qui paraît assez logique finalement.
Toujours sur les âges, est-ce qu'il y a des âges réguliers de rupture? 18 ans, 12 ans, 16 ans? Et l'âge minimum aussi de fréquentation de la rue? L'âge minimum de fréquentation de la rue, alors moi je pourrais pas dire. Alors pour la rupture, comme c'est vraiment un processus de rupture cumulatif, pour moi c'est vraiment quelque chose qui est quelque part un peu circulaire, chronique. C'est des ruptures qui sont pas toutes les mêmes, mais qui sont vécues depuis l'enfance. Donc il y a eu vraiment depuis le plus jeune âge pour une grande part d'entre eux, des ruptures déjà affectives au sein de la famille. Après ils quittent la famille. Pour les plus jeunes, ça va être quand ils en ont la possibilité, c'est-à-dire l'autonomie. Donc les premières fugues peuvent être, pour les plus précoces, je dirais, autour de 12 ans ou peut-être un peu avant. Après, il n'y a pas de généralité à faire, mais c'est une question de capacité à être autonome aussi tout seul dans la rue ou à pouvoir sortir du foyer familial. Après, il n'y a pas de règle. Les ruptures après institutionnelles vont venir pour l'école, plutôt au collège, souvent avant la fin de la scolarité obligatoire, souvent avant les 16 ans. C'est des jeunes qui vont décrocher. Et puis par la suite, je pense qu'on peut pas... Alors, il y a des ruptures qui peuvent être marquantes sur certains parcours. Le décès des parents, par exemple, ou plus tard, il y a d'autres types de ruptures qui vont être marquantes. Mais ce serait difficile de donner une tranche d'âge. Et la deuxième question, du coup, j'ai oublié, c'est sur est-ce qu'il y a un plus jeune âge auquel... c'est ça? Là, je pourrais pas dire. C'est un peu difficile avec cette population-là de pouvoir donner des chiffres parce qu'il y a des études qui sont menées. Les études qui sont menées, le plus souvent, elles sont faites dans les structures, en fait. Les enquêteurs passent par les structures pour connaître un petit peu les caractéristiques de la population. Or, typiquement, les mineurs, on ne va pas les retrouver dans les structures parce qu'ils se cachent. Donc, c'est un petit peu délicat de dire. Merci, non, c'est éclairant. Je me permets de prolonger, mais vous avez peut-être des questions, parce que j'ai quand même une interrogation. C'est qu'on est en train de faire tout un système de prise en charge des décrocheurs scolaires. Donc, qui dit décrochage scolaire dit après 16 ans, dans les missions de lutte contre le décrochage. Or, on voit bien dans les départements que les enjeux, c'est en gros entre 12 et 16, ou entre 13 et 16. Et j'ai l'impression qu'on est en train de fabriquer un vide entre 13 et 16 ans sur des ados qui vont plutôt mal et qui décrochent de l'école. Juste en réaction, pas en réponse, mais ce vide qui est en train d'être créé, quelque part c'est la même logique que quand les rapports que je citais tout à l'heure disent voilà, il faudrait utiliser, pour le citer, le fonds d'aide aux jeunes pour aider ces jeunes-là qui sont à la rue et leur donner une allocation qui ne va pas au-delà de 600, je crois que c'est 600 € par an, 3 fois dans l'année, quelque chose qui est très ponctuel, qui n'a aucun impact sur ces populations-là, sans prendre en compte finalement ce qui s'est passé avant. Là, on est dans la même logique, c'est-à-dire on agit à un moment où ça devient objectivement et publiquement quelque part problématique, alors qu'il faudrait agir en amont sur les trajectoires et sur la dimension processuelle du phénomène, effectivement. Est-ce qu'il y a des caractéristiques régionales et des spécificités Alors, moi, je ne pourrais pas en donner en détail, mais il y en a sûrement, ne serait-ce qu'au point de vue de qui est pris en charge par les structures qui aident les jeunes en difficulté. Parce que on avait notamment mené une étude sur le fonds d'aide aux jeunes avec Patricia et Virginie notamment, et on voyait bien que selon les départements, alors ce fonds d'aide aux jeunes, c'est une allocation imponctuelle qui peut se décliner sous plusieurs formes, qui peut être soit une aide à la subsistance, une aide ce qu'on appelle d'urgence, ou, pour aller vite, qui peut être une aide plutôt à l'insertion. Et donc, c'est un cadre réglementaire qui est mis en place au niveau national, qui est décliné au niveau départemental. Et ce qu'on a pu observer, c'est que notamment, selon les départements, le profil des jeunes qui pouvaient prétendre à ce fonds change. Donc, c'est tous les travaux aussi sur les magistratures sociales, notamment de Léa Lima, qui montrent ça. C'est-à-dire que les commissions qui vont décider de qui peut bénéficier de ce fonds vont faire qu'il y a des inégalités. Et là, typiquement, dans certains départements, on nous disait très clairement, les jeunes à la rue ou les routards, ils ne peuvent pas prétendre à ce fonds-là, on n'en veut pas, on ne leur donnera pas. Parce que pour avoir ce fonds-là, il faut avoir un projet d'insertion. Dans d'autres départements, comme ici en Ille-et-Vilaine, c'est beaucoup plus ouvert. Et les acteurs professionnels de terrain vont décider que ce fonds-là, il peut aussi servir d'outil d'appel, là, typiquement, pour canaliser cette population-là, pour essayer de restaurer un minimum de choses, etc.
donc de ce point de vue-là, ça dépend beaucoup des initiatives territoriales. Et puis ça va dépendre de la population aussi qui transite, parce qu'effectivement, comme on le voyait dans les villes festivalières, il y a eu la problématique s'est posée à un moment donné très tôt. À Rennes, je sais qu'aujourd'hui, il y a eu beaucoup de questions il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui, la population se modifie beaucoup, notamment parce qu'il y a l'arrivée de populations migrantes très massives, demandeurs d'asile, qui modifient beaucoup les conditions de l'intervention sociale dans les structures de l'urgence. Merci d'abord pour cette présentation que moi j'ai trouvé vraiment intéressante. Je voulais juste savoir, en me plaçant plutôt du côté de l'action publique, est-ce que dans ton travail, tu as remarqué une évolution du type de dispositif proposé en réponse à ces besoins des jeunes, ne serait-ce que pour tenir compte, s'adapter, je ne sais pas, à ce phénomène un peu de réappropriation par les jeunes des dispositifs et d'intégration dans leur trajectoire, qui était, somme toute, je pense, assez imprévu au moment de la mise en place des dispositifs. Donc, est-ce qu'il y a une évolution, en fait? Est-ce que tu as pu étudier sur la durée un peu le type de dispositif? Alors, en fait, il y a une évolution si on regarde les expériences locales. En fait, ça va être plus à ce niveau-là. Mais ça va être, en fait, des initiatives d'acteurs et qui vont même pas forcément toujours être des initiatives de l'action publique. Ce qui se passe, donc il peut y avoir très localement, il y a eu des initiatives à Bordeaux notamment, de dispositifs qui du coup focalisent l'insertion pour ces jeunes-là, plus vers, en proposant des formations artistiques, en proposant des choses qui font plus sens pour eux, en proposant peut-être aussi de pouvoir, le projet c'est de pouvoir acheter un camion pour se déplacer, parce que des choses qui vont plus avec leur projet de vie, qui collent plus à leurs demandes, et du coup qui est moins stigmatisant et qui est moins excluant finalement, plutôt que de proposer des contrats d'insertion classiques dont ils ne veulent pas et auxquels ils ne peuvent pas répondre. Si on se place du point de vue plus de l'action publique et des décisions, il y a eu peu d'évolution parce que dans un premier temps, il y a eu beaucoup de mesures qui n'ont pas été créées pour répondre aux problématiques posées par ces jeunes-là, mais comme le FAGE ou les points d'accueil et écoute jeunes ou d'autres programmes d'accès à l'emploi qui ont été désignés comme pouvant être adaptés pour répondre à ces jeunes-là. Or, très rapidement, il est apparu que ça a touché vraiment pas du tout les publics les plus marginalisés. Et puis, il y a eu une sorte de grand vide. Et puis là, on voit revenir un petit peu la problématique avec la garantie jeune. Donc là, c'est intéressant aussi peut-être d'essayer de voir un petit peu. On voit bien que dans le discours, c'est ce type de public qui est ciblé, mais très concrètement, on est encore sur cette ambivalence entre proposer une insertion très conventionnelle à des gens qui sont décrits comme très marginalisés. Donc on a toujours un petit peu ce grand écart. Et là où il y a des vraies initiatives d'action publique, c'est dans ce que mettent en place les professionnels de terrain, justement pour nouer les mailles du filet de la protection ensemble, c'est-à-dire tous les petits dispositifs sectoriels, c'est-à-dire santé, sociale, formation, qui vont être hôpital psychiatrique aussi, prison, qui vont être complètement déliés les uns des autres. Ils vont faire le pont, en fait. Ils vont faire le pont, mais du coup, c'est les professionnels de terrain qui mettent en place au sein des dispositifs une sorte d'éthique de l'intervention. C'est là où il y a de l'évolution, en fait, très concrètement.